Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Cet épisode a été enregistré en direct dans le cadre des conférences organisées au salon professionnel Who's Next, qui se tenait du 21 au 24 janvier 2022. Je vous souhaite une très belle écoute. Dans cet épisode, je reçois Mélissa Zitouni, cofondatrice de la marque de lingerie Lolo Paris, et Bertie Isabeau, créatrice de la marque éponyme, pour répondre à la question « Créer une marque inclusive, comment et pourquoi ?» Pour commencer, j'ai demandé à Mélissa de nous présenter sa marque, car chez Lolo Paris, il propose 57 tailles de soutien-gorge via un algorithme, et je voulais qu'elle nous explique ce concept innovant. Lolo Paris, en fait, c'est une marque de lingerie qui est confortable et inclusive. Et en fait, pour faire ça, on utilise l'innovation. Donc, on est deux fondatrices initialement ingénieures. Et donc, nous, on a travaillé en fait sur un algorithme de sélection de taille où l'idée, en fait, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans la recherche de la taille parfaite pour proposer un très bon fitting et donc un confort inégalé. Donc, on a développé une grande diversité de tailles, donc 57. C'est en moyenne 3 fois plus que ce que peut proposer une marque de lingerie traditionnelle. Et pour accompagner nos clientes dans la sélection de cette taille, on utilise un questionnaire et des mesures prises sur la poitrine. Et derrière, on va avoir cet algorithme qui va nous permettre de sélectionner la meilleure taille parmi les 57 possibilités. Donc essayer de coller vraiment à la réalité des poitrines aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas des autres marques. On pourrait l'appliquer, tu penses, à n'importe quel type de vêtement, cet algorithme, ou c'est spécifique quand même à la lingerie ? Là, en l'occurrence, l'algorithme qu'on a développé, nous, c'est vraiment spécifique à la lingerie. On a en fait construit des grandes bases de données de mensuration qui étaient vraiment focalisées sur des mensurations de la poitrine. Mais après, le concept de faire une grande diversité de tailles, la méthode en fait derrière l'algorithme, oui, ça pourrait être applicable sur des pantalons, sur des t-shirts, etc. L'idée, c'est juste de proposer plus de tailles qui vont convenir en fait à la diversité des morphologies. Oui, aux morphologies qui existent, quoi, pas celles rêvées qu'on peut voir sur les photos. Alors peut-être que c'est une question que j'aurais dû vous poser au tout début, mais quelle serait votre définition de l'inclusivité, ou alors plus exactement, à partir de quel moment on peut qualifier une marque d'inclusive ? Peut-être commencer avec toi, Bertie. Pour moi, une marque inclusive, c'est une marque qui parle à tout le monde, en fait. Normalement, on ne devrait pas avoir à parler d'inclusivité. Dans un monde idéal, on aurait déjà tous des vêtements à notre taille. C'est que tout le monde puisse s'habiller. Donc qu'on soit petit, grand, vieux, jeune, en situation de handicap, valide, mince, gros, enfin tout le monde. Qu'on puisse tous choisir nos vêtements sans parler d'autres critères, en fait. Qu'on voit un vêtement qui nous plaise et que tout de suite on puisse le porter. Oui, sans que ce soit le parcours du combattant, de trouver le vêtement à la bonne taille. Sans parler de grande taille ou de tout ça, parce que je trouve que c'est des termes abusés. Voilà. Ouais. Et toi, Mélissa, quelle serait ta définition à partir de quel moment on qualifie d'une marque d'inclusive ? Pour moi, il y a un peu deux types d'inclusivité. Il y a l'inclusivité dans la représentation. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui, je trouve, en tout cas de plus en plus, et ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que on va voir de plus en plus des mannequins différentes, de morphologies différentes, de couleurs de peau différentes, d'âges variés. Ça commence à arriver dans le monde de la mode, dans le monde des cosmétiques, etc. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi. On a des mannequins très différentes. On peut pas cocher toutes les cases malheureusement parce qu'il nous faudrait des centaines de mannequins, mais en tout cas on essaye de montrer de la diversité comme on peut. Et après il y a le produit.
Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange un peu justement dans cette inclusivité qu'on voit se développer, c'est que on va voir de la diversité, mais en fait, quand on va arriver sur un site internet, la plus grande taille, ça va être une taille 44. Et ça, pour moi, c'est de la fausse inclusivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde juste la population française, il y a 40% des femmes qui font une taille 44 ou plus. Donc le fait que ce soit la plus grande taille proposée, déjà, il y a un problème juste de marché et de statistiques. Donc voilà, pour moi, l'inclusivité, ça passe aussi par l'offre produit qu'il y a derrière. C'est pas que de la représentation. Tu voulais réagir, Bertie, ou non? J'imagine que Oui. tu partages cette analyse. Tout à fait. Je trouve que c'est pas juste. C'est trop facile de mettre un mannequin qui fait du 40 et qui du coup dénote avec l'autre mannequin qui fait du 36, où on a un visuel qui semble être changeant, on va dire, et qu'en fait sur le site, ça soit le 42 maximum. Non, c'est pas possible. Je suis d'accord, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Donc c'est vrai que pour vous, l'inclusivité, ça va vraiment au-delà de la morphologie. C'est un tout, que ça soit sur l'âge, le handicap, ce genre de choses. Ça, vous le faites aussi très bien avec Bertie dans vos campagnes. Vous montrez vraiment un panel de femmes très, très différentes sur ces sujets-là. C'est très important. Pour moi, ce que je dis déjà, comme je fais de la lingerie, tout le monde porte une culotte. Enfin, si on a envie d'en porter une. Mais techniquement, on porte tous et toutes une culotte. Donc, du coup, faut pouvoir habiller tout le monde. Moi, j'ai déjà pris en photo ma mère, par exemple, qui a une 60aine d'années, parce que c'est ma première cliente, clairement. Elle a les 3 collections. Elle les porte très, très bien. Ma grand-mère aussi en porte. À un moment donné, voilà, c'est une question... L'inclusivité, c'est l'âge, la couleur... c'est le handicap. Après, voilà, comme tu disais aussi, parfois on nous dit mais pourquoi vous n'avez pas fait un shooting avec telle ou telle personne? On peut pas non plus tout cocher. Il y aura toujours des gens qu'on oubliera malheureusement. On m'a déjà demandé pourquoi j'avais pas fait une campagne avec quelqu'un qui avait de l'eczéma. Parfois c'est difficile, mais comme j'ai toujours, tout le monde mène un combat dont on ne sait rien. Du coup, faut partir du principe que chaque modèle a peut-être ses propres batailles et on essaie de représenter le plus de monde. Bien voilà. sûr. Oui, ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique en interne pour être qualifiée d'inclusive? Est-ce qu'une marque ne doit pas l'être aussi en interne, dans ses équipes? Alors, on a parlé de la communication externe, mais aussi vraiment au sein de ses équipes, quoi. Je pense que c'est important. Après, pour mon propre cas, moi, je travaille toute seule. Du coup, c'est un peu compliqué, mais avec les différentes personnes avec qui je travaille parfois de manière ponctuelle, c'est important pour moi déjà c'est peut-être très girl power, mais je fais très souvent appel à des femmes. Parce que par exemple, au niveau de la photo, je refuse de participer au male gaze, qui est, pour ceux qui ne savent pas, le regard masculin sur les photos, en fait. Moi, les shootings photos, jamais mes modèles seront en talons. Parce qu'on ne se promène pas en culotte et en talons dans son salon. C'est rare. Mais perso, je le fais pas. Voilà, je fais toujours appel à des personnes de minorité de genre ou d'ethnie. Le but, c'est d'avoir des castings et des productions, on va dire... le plus inclusif possible. Mais en fait, ça se fait naturellement. Parce que étant en couple avec une femme, déjà de base, j'ai toujours plus des amis queer. Donc en fait, mes équipes sont aussi des personnes queer et ou de toutes les minorités possibles. Donc ça se fait naturellement. Je pense que c'est pareil pour toi. C'est des choses comme ça. Nous, dans l'équipe, clairement, je pense que l'inclusivité dans une équipe, pas vraiment l'inclusivité, mais la diversité dans une équipe, c'est assez clé, mais pas que pour les marques inclusives. Dans n'importe quelle entreprise, la richesse d'avoir des profils différents, des personnes qui viennent de milieux différents, etc., c'est ce qui fait la force d'une équipe. Donc nous, on essaye d'avoir de la diversité dans l'équipe. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes. Et encore une fois, on coche pas toutes les cases. Par exemple, on n'est que des femmes. Pour nous, c'est un défaut. On aimerait bien en fait avoir des hommes dans l'équipe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on poste une offre, les hommes ne postulent pas parce que
la lingerie, voilà, c'est trop connoté univers féminin, etc. Donc c'est des milieux qui attirent malheureusement moins les hommes. Donc on est obligé de recruter des femmes et puis après c'est un peu un cercle vicieux. Quand on republie une offre, on est très transparente, donc on montre que dans l'équipe il y a que des femmes, donc ça peut aussi un peu faire peur. Donc voilà, par exemple la parité, on n'y est pas du tout. Après voilà, on va avoir une diversité de profils, de compétences, oui, de morphologie, ça c'est important aussi parce que ça nous permet de tester les prototypes en interne. Donc c'est sympa de voir, vu qu'on fait 57 tailles, on est tout le temps en recherche de bêta-testeuses et donc d'avoir aussi de la diversité dans l'équipe, ça simplifie aussi la vie. Ok. C'est vrai que pour préparer cette table ronde, je me suis mise en quête de personnes à interroger et donc de marques inclusives. Je dois avouer que j'ai galéré. Je voulais que ce soit des marques de mode durable aussi, qui aient des engagements derrière. C'est pas évident du tout, très honnêtement. Alors j'en ai trouvé un peu de lingerie, vous en êtes la preuve. Dans les vêtements, voilà, j'en ai très très peu trouvé. Comment on peut expliquer que dans la mode durable, il n'y ait pas plus de marques inclusives ? Je sais pas si c'est parce que c'est difficile de mener tous les combats. Je sais qu'au début de Bertie Isabeau, quand j'ai commencé à New York, tout le monde me disait que j'espérais cocher trop de cases. Parce que je voulais produire localement, avec des tissus bio, montrer le plus de tailles possible. Tout le monde m'a dit, franchement, tu fonces droit dans le mur et tu pourras pas tout faire. Et bon, je suis un peu têtue, du coup, ça a fonctionné. Et je pense que c'est difficile au quotidien, parce que... de toute façon, en tant que petite marque, je vois que souvent, on peut toujours nous reprocher quelque chose. Et les critiques peuvent faire parfois très mal. Il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui trouve que le coton, il n'est pas assez bio, alors que quand il est certifié GOTS, il est GOTS. Mais je crois que c'est malheureusement trop de batailles à mener en même temps. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est possible de tout faire. Et c'est un vrai choix et c'est super enrichissant. Parce que plus on fait, plus on a envie de faire. Et ce serait bien que ce soit juste la norme, tout simplement, d'être écolo et inclusif. Ce serait pas mal. Sans faire de compromis, quoi. C'est ça. Toi, Mélissa, quelle serait ton analyse sur ce sujet-là ? Je pense qu'il y a un vrai aspect économique déjà. Aujourd'hui, de faire du durable, de l'éco-responsable, c'est plus cher. De faire de l'inclusivité, c'est plus cher aussi. Parce que, en tout cas, dans la lingerie, en soutien-gorge grande taille, c'est plus technique. Donc, ça demande des temps de développement qui sont beaucoup plus longs. Ça demande des matières spécifiques avec de la bonne tenue, des tulles techniques, des élastiques plus toniques, etc. Donc, c'est des produits qui coûtent plus cher à réaliser. Donc, je pense qu'il y a aussi un aspect économique derrière. En effet, les gens choisissent leur combat. Nous, on l'a un peu pensé autrement, c'est que aujourd'hui notre combat, c'est plus l'inclusivité, la diversité de taille, le fitting parfait, le confort. Mais après, on est aussi une marque éco-responsable. On en fait beaucoup, on communique pas beaucoup dessus. Tout ce qu'on fait, en fait, pourrait suffire à se revendiquer comme étant juste une marque de lingerie éco-responsable. On est Made in Europe, 100% Ecotex, on utilise des dentelles en fibres recyclées. On coche des cases sur ce créneau-là. Mais pour nous, ça suffit pas à faire une marque. Pour moi, aujourd'hui, en 2022, en fait, faire attention à son impact carbone, c'est juste obligatoire. Donc, on le fait, mais c'est pas notre argument marketing. Donc, je pense que, dans un monde idéal, j'aimerais bien que ça soit plus le concept marketing d'une marque d'être durable. Ça devrait être, en effet, obligatoire pour tout le monde et on devrait plus vraiment en parler. Oui, mais ça, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que sur du coup l'inclusivité, il y a encore un gros travail à faire de ce point de vue-là, parce que comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de marques qui vont s'arrêter au 44 quand je suis allée regarder dans les produits, quoi. C'est vraiment la taille un peu limite. Donc, il y a quand même une marge de progrès assez énorme.
Est-ce que, justement, l'inclusivité doit faire partie de l'ADN dès le départ de la marque pour pouvoir être possible, ou est-ce qu'elle peut s'intégrer au fur et à mesure du développement de la marque? Bertie, si tu veux commencer sur ça. Ce serait parfait si dès le début tout le monde proposait beaucoup de tailles. Après, je comprends que dans un souci de coût, on aille aussi progressivement. Moi, je sais c'est ce que j'ai fait avec BI. Première année, j'allais jusqu'au double XL. Ensuite, j'ai augmenté au triple XL. Maintenant, je fais en plus le sur-mesure si besoin. Et là, sur la collection 4, je vais essayer de faire du 4XL normalement. Mais à chaque collection, en fait, je peux me permettre de rajouter une taille. Donc, je pense que les deux façons de faire sont valables. Le seul truc qui est important, c'est de le faire vraiment avec une bonne intention derrière. Voilà, que ce soit pas forcément juste une idée. Je perds mes mots. Une idée. Une obligation. Une obligation, voilà. Faut le faire avec une envie de s'ouvrir aux autres. C'est plus ça. Après, je suis peut-être trop dans le monde des bisounours, mais mais voilà, en s'intéressant aux gens et pourquoi il y a besoin de plus de taille en fait. Et toi, Mélissa, quel serait ton avis sur ça? Est-ce que il faut, pour pouvoir proposer un maximum de taille, il faut l'intégrer dès le départ, au moment de la construction de la marque, ou ça peut se faire progressivement? Je pense que ça peut être plus simple de le faire progressivement parce que si on le fait dès le début, nous on a choisi de le faire dès le début parce que ça faisait vraiment partie de l'ADN de la marque, mais du coup c'est beaucoup plus long. Nous, pour sortir notre premier soutien-gorge, il nous a fallu 18 mois parce que on voulait, quand on l'a sorti, on voulait qu'il soit parfait pour la petite taille et pour la grande taille. Donc pour une jeune marque, c'est probablement plus sage de le faire progressivement. Après, il faut quand même l'avoir en tête très tôt parce que, ça dépend si on veut proposer des produits différents. Je sais que nous, notre désir, c'était de proposer un produit qui, d'un point de vue design et style, soit identique pour la petite taille et pour la grande taille parce qu'on voulait pas créer de sentiment de frustration en se disant en fait ce modèle-là il est super, mais moi comme je fais un 105F, du coup il va être différent. Donc nous on l'a intégré dès le début, ce qui fait que le design a été pensé dès le début pour aussi convenir à de la grande taille. Donc il faut quand même l'anticiper, je pense, dans la création, ou alors il faut accepter de faire des produits qui sont différents. Ok. Bon, tu as un petit peu répondu, mais comment on réussit sa transition dans ce cas vers plus d'inclusivité? Si vous avez des conseils, vous, à donner à des marques qui existent déjà, qui sont pas forcément satisfaites du nombre de tailles qu'elles peuvent proposer pour les différentes raisons qu'on a évoquées, que ce soit des questions de coût, quand on est seul à créer une marque, c'est pas évident, on peut pas mener tous les combats, on peut l'entendre, mais qui a envie d'aller vers plus d'inclusivité, quels seraient vos conseils? En fait, je pense que là, il y a un peu des choix à faire souvent. Nous, par exemple, on a fait le choix de faire une grande diversité de tailles. Par contre, on a très peu de nouvelles collections. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, on a sorti 2 modèles de soutien-gorge. Donc on est vraiment à l'inverse de ce que peut faire une marque de lingerie traditionnelle qui va proposer des nouvelles collections tout le temps, etc. Donc après, c'est un peu un choix de marché, j'ai envie de dire. Soit on vise une petite catégorie de personnes et on a envie que ces personnes-là achètent plusieurs fois, souvent, et qu'il y ait vraiment de la répétition. Mais nous, ce schéma-là, il nous correspondait pas parce que on trouve que c'est aussi poussé à la surconsommation. On était plus dans une démarche de slow fashion où on s'est dit, en fait, on a toutes 15 soutiens-gorge dans ces tiroirs. Finalement, il y en a que 3 qu'on met parce que il y en a plein qu'on trouve hyper inconfortables. Il y a rien qui va. Et donc nous, on s'est dit, on va plutôt prendre le truc à l'inverse en se disant, on va avoir peu de modèles. Nos clientes qui seront vraiment satisfaites, peut-être qu'un jour elles auront que des soutiens-gorge Lolo Paris, mais en tout cas c'est des soutiens-gorge dans lesquels elles se sentiront bien, qu'elles mettront souvent.
Donc voilà, on a fait le choix de faire peu de collections, beaucoup de tailles. Donc je pense qu'une marque qui veut un peu aller dans l'inclusivité des tailles, si elle veut pas voir ses coûts exploser, elle va devoir faire moins de choses ailleurs. Donc en espérant que ce soit pas l'aspect écologique qui soit mis de côté, mais peut-être plutôt par exemple les nouvelles collections qui honnêtement on est noyé par cette offre de la mode qui change tout le temps, les tendances, etc. Donc nous on est plutôt sur une démarche moins mais mieux. Oui, de prendre le temps, c'est pas plus mal finalement, de diminuer les quantités. C'est un peu tout l'enjeu aujourd'hui, de toute façon, de la mode durable. Et toi, Bertie, quels seraient tes conseils pour une marque qui aimerait aller vers plus d'inclusivité ? Je suis assez d'accord avec Mélissa, parce que pareil, nous on fait une collection par an, voire un peu plus parfois, ça dépend. On prend le temps. Si ça prend plus de temps qu'un an, c'est ok. Le but, c'est pas avoir 1500 vêtements, et on prend plus le temps comme ça de le tester, voir si vraiment il y a un vrai maintien. Je parle surtout des brassières, parce que nous on fait pas de soutien-gorge, mais des brassières. Donc le but, c'est de pouvoir la porter au sport, à la maison, en dessous d'une robe, que ça s'adapte à tout. Et je pense qu'il y a aussi le fait de, si on veut être plus inclusif, peut-être parler aux personnes concernées, faire des questionnaires, demander aux gens autour de soi, les personnes qui portent du 46, 48, 50, qu'est-ce qu'elles souhaitent porter, les couleurs aussi, parce qu'il y a tout dans l'inclusivité, il y a tout ce qui est, quand on disait à l'époque, la couleur chair, qui en fait était une couleur pêche, rosée, et qui en fait, personnellement, c'est même pas vraiment ma couleur, parce que moi je suis à moitié rose. Mais poser des questions aux gens autour de nous, savoir ce qu'ils veulent vraiment porter, et ça permet d'avoir une meilleure vision, parce que quand on fait un 36 et qu'on fait 1m75, on n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un comme moi qui fait 1m65 et qui enfile du 40 en fait. Donc ça permet de voir d'autres visions, et on se rend compte qu'il y a souvent un gap entre ce qu'on pense vouloir faire et ce que le consommateur souhaite porter. Donc faire appel à sa communauté. Vous, c'est aussi ce que vous avez fait avec Lolo Paris au départ pour développer les 57 tailles. Oui, c'est hyper important. Nous, on a énormément appris comme ça en rencontrant en fait nos clientes. En fait, on s'est lancé en faisant une campagne de financement participatif, et donc on a pré-vendu 1000 soutiens-gorge en 40 jours. Et en fait, ces personnes-là, après, elles avaient le choix soit de prendre leurs mesures chez elles, soit on leur proposait de nous-mêmes prendre leurs mesures et de les rencontrer. Et en fait, on a rencontré comme ça une centaine de clientes, et c'était hyper intéressant parce qu'on a vu des femmes très différentes, avec des morphologies très différentes, qui nous ont vraiment parlé en fait de leur corps, du confort qu'elles recherchaient, des problématiques qu'elles avaient avec la lingerie. Et en fait, on s'est rendu compte de la puissance de ces informations-là, nous, qu'on a intégrées en fait dans notre développement produit, mais qu'on a aussi intégré maintenant dans notre algorithme de sélection de taille. Au début, notre algorithme, en fait, il était basé uniquement sur les mesures. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin aussi d'autres informations sur, par exemple, comment cette femme-là aime porter les soutiens-gorge. En fait, on est toutes différentes, on a des sensations différentes. Il y a des femmes qui aiment se sentir serrées parce que c'est comme ça qu'elles se sentent vraiment maintenues, qu'elles ont plus confiance en elles. Il y en a au contraire qui ont la peau très sensible, qui veulent des choses plus lâches. Et en fait, ça va influencer, nous, notre algorithme de sélection de taille. Donc c'est vraiment en rencontrant les gens et en discutant avec elles qu'on s'est rendu compte de ça. Et en plus, nous, initialement avec Océane, on a des petites poitrines toutes les deux, donc on connaissait pas toutes les problématiques sur les fortes poitrines, sur le maintien. On connaissait plus les problématiques d'inconfort. Et donc c'est vraiment en rencontrant ces femmes-là qu'on a appris, et maintenant on a une vraie expertise sur le sujet, alors qu'on était nous-mêmes pas concernés par le problème en fait. Bien sûr. Bon, là, on a beaucoup parlé de lingerie, mais tout ça, c'est aussi applicable à des marques qui font du vêtement, du pantalon, du top. Quoi que vous faites des hauts aussi avec Bertie Isabeau. Oui, on fait des hauts. L'idée, c'est de trouver une coupe qui s'adapte à tout le monde.
Donc c'est beaucoup de temps en patronage, mais j'aime bien les challenges. Donc c'est comme pour les bodys, j'ai trouvé une coupe qui s'adapte à tout. C'est le débardeur que je porte là, il est bien ample et on peut choisir en gros n'importe quelle taille. On a un gap de 3 tailles, on va dire, pour entre un peu serré, porté comme moi je l'imagine ou carrément loose. Donc ça dépend des gens. En vrai, c'est assez facile. C'est pas juste si on a envie de le faire, c'est possible. En pantalon, je pense que c'est un peu plus complexe et encore si on est modéliste, en fait, c'est juste une question de gradation. On rajoute 2 cm 5 partout à chaque fois et on monte jusqu'à l'infini. C'est pas énorme. Et on arrive facilement à trouver aussi des personnes compétentes sur ces sujets, à s'entourer de modélistes, parce que c'est vrai, pour en avoir discuté avec certaines personnes au sein de marques, disaient, c'est vrai parfois on a un peu de mal à trouver des gens qui sont vraiment compétents pour monter en taille correctement, parce que il faut aussi bien le faire, que ça reste confortable, que la forme reste ce qu'on avait imaginé ou ce genre de choses, et que on se rend compte qu'il y a un peu, parfois il y a un manque de compétences sur ces sujets-là, aussi parce que dans les écoles de mode, on n'étudie peut-être pas assez le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bertie, sur ça. Clairement, moi, en école de stylisme, des gens m'ont expliqué que le mannequin était un porte-manteau et qu'on faisait tous les modèles en 36. C'est-à-dire que moi, à l'époque, par exemple, je ne pouvais jamais essayer ce que je faisais en classe. Jamais. Et au bout d'un moment, j'ai beaucoup, beaucoup perdu de poids. Et là, enfin, ça rentrait. Le professeur m'applaudissait, genre, oui, tu rentres enfin dans ton pantalon. J'avais envie de lui dire, c'est dramatique, en fait. Mais donc voilà, non, on n'apprend pas ça à l'école de stylisme. Et moi, j'ai eu la chance, parce qu'à New York, ma première modéliste, Pamela, c'était une femme qui, clairement, le premier jour, elle m'a dit « Bonjour, je fais du 52 ». Et je lui ai dit « Bonjour, enchantée, je veux faire plein de tailles ». Elle m'a dit « C'est génial, on va très bien s'entendre ». Et à Paris, là, maintenant, j'ai la chance de travailler avec Flora, qui est pareil, une femme exceptionnelle qui adore faire de la gradation, qui sait très, très bien le faire. Elle forme même d'autres personnes à ça. Et quand je lui ai expliqué que je voulais passer d'une taille à l'autre, sans souci, en lui montrant les gradations que j'avais à New York, parce que moi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Je sais faire le patronage, les prototypes, tout ça. Par contre, changer d'une taille à l'autre, je ne sais pas faire. Donc, j'ai besoin d'être aidée. Et on a fait plusieurs essais. Je lui ai montré comment ça tombait à chaque fois en fonction des tailles. Au bout de quelle taille on passait à des augmentations de 3 cm pour plus d'aisance. Et elle a réussi, parce que la collection 3, c'est elle qui a fait toute la gradation. Et on vend des petites tailles comme des grandes et il n'y a pas de problème. Tout le monde me dit, je suis très à l'aise et c'est le but en fait, d'être à l'aise dans ses sous-vêtements. C'est sûr, c'est mieux. Oui. Mélissa, sur ce sujet de s'entourer de personnes compétentes, peut-être un manque de formation ou des progrès à faire sur ça. Je pense qu'en effet, c'est pas facile parce que même les professionnels du métier, en fait, la demande qu'ils ont de leurs clients est pas forcément, on leur demande pas des tailles spécifiques, donc même avec l'expérience, eux, ils sont devenus très bons sur une petite gamme de tailles. Donc nous, on travaille avec un bureau d'études qui est spécialisé en corsetterie haut de gamme, qui honnêtement, quand on les a rencontrés, ils savaient pas trop faire de la grande taille. Mais en fait, on a dit, on va essayer. Et on a pris du temps et on a fait beaucoup de prototypes. Et le premier prototype, ça n'allait pas. On a refait, on a retesté, on a refait des essayages. Et c'est pour ça qu'on a mis 18 mois à sortir notre premier soutien-gorge parce que, il fallait aussi apprendre. Et maintenant, ce bureau d'études commence à être vraiment très bon sur, en tout cas, nous, les tailles qu'on leur a fait développer. Et voilà, en fait, il faut un peu forcer le truc. Et puis, si on est plusieurs marques en fait, s'il y a de la demande derrière, les gens vont se former parce que il y aura pas le choix. Il y aura de la demande et il faut pousser un petit peu le truc, quoi. Et en plus, il y a de la demande parce que, les gens sont comme ça dans la vraie vie, quoi. Donc, ok. Et c'est vrai que pour
Je suis allée regarder un peu différents sites pour voir comment les tailles étaient représentées, indiquées. Donc je suis allée sur soit des sites de marques de mode durable, sur les vôtres, sur des sites de fast fashion, d'ultra fast fashion. Alors sur ces sites-là de fast fashion, il y a l'onglet grande taille, beaucoup. H&M par exemple, enfin il y a vraiment l'onglet grande taille. Sur vos sites, ce n'est pas du tout le cas. Enfin voilà, c'est le même produit qui est décliné en différentes tailles. Pourquoi c'est aussi important de changer le langage qu'on utilise aujourd'hui quand on est une marque et qu'on se revendique inclusive? Je trouve que c'est important pour éviter les étiquettes. Personne n'a envie d'avoir une étiquette sur la tête avec marqué moi je porte de la grande taille. C'est naze. Enfin, personnellement, je trouve ça très naze. Pour avoir déjà dû sélectionner un jean en 44 parce que pour tout un tas de raisons qu'à ce moment-là je portais du 44, j'avais trouvé ça un peu gênant de dire bon bah je vais dans l'onglet grande taille, ça veut dire quoi en fait? On s'en fiche, sachant que d'une marque à l'autre on peut changer de taille parce qu'on sait jamais comment la gradation a été faite. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui souhaitent faire des jeans très petits pour être sûr, je sais pas, enfin faire plus de taille, j'en sais rien. Il y a plein de règles. Non, mettre grande taille, c'est comme si on mettait, je sais pas, une sélection de vêtements pour les bruns, enfin ou pour les blonds. Ça n'a pas de sens. On s'habille tous pareil. On a tous le droit d'avoir des envies différentes. Et non, les étiquettes, c'est naze. Vraiment. Mélissa, ton point de vue sur le langage utilisé, les mots qu'on utilise, ce qu'on peut mettre derrière tout ça? Alors nous, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a donc du coup 57 tailles de soutien-gorge. On a développé un système de taille en fait qui nous est propre. Et donc la taille, on indique une taille sur l'étiquette quand même parce que ça nous permet de gérer le résultat de notre algorithme, nos stocks, etc. Mais en fait, cette taille, elle ne correspond à rien pour la cliente. C'est vraiment une taille que nous, on utilise en interne. C'est par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 57 ou c'est par exemple pour nos soutiens-gorge, c'est des tailles, ça va être moi chez Lolo, je fais un 04, 03 F. Okay. Mais voilà, ça ne parle à personne. C'est ma référence de taille chez la marque. Et en fait, on arrive à faire des équivalences dans le système de taille standard, mais on donne pas cette équivalence à la cliente parce que y a un vrai effet psychologique. En fait, en tout cas sur les soutiens-gorge, aujourd'hui, il y a 80% des femmes qui ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge. Donc soit parce que elles n'ont jamais pris le temps vraiment de chercher la bonne taille, soit parce que le premier soutien-gorge qu'elles ont acheté à 15 ans, c'était un 95B et depuis, elles portent toujours du 95B alors que son corps a changé. Enfin, pour plein de raisons, mais il y a un aspect psychologique qui est très fort. Et notamment, nous, on le remarque sur les bandes de dos du soutien-gorge. On a énormément de clientes qui nous disent moi je porte du 95D, mais en fait quand on regarde la prise de mesure, cette femme-là elle fait pas du 95, elle fait du 105, mais la barre du 100 est difficile à passer psychologiquement parce que faut trouver aussi. Déjà voilà, c'est plus difficile à trouver, mais il y a aussi un effet psychologique. Donc nous on efface un peu tout ça. Et on dit, notre promesse, c'est de vous faire un soutien-gorge qui est confortable et qui vous va bien. Et on s'en fout de la taille. Enfin, nous, c'est notre expertise, la taille, on gère, mais vous n'avez pas besoin de savoir, de vous comparer aux autres, etc. Et du coup, ça marche beaucoup mieux en termes de confort et de maintien. Sachant qu'en plus, c'est vrai, comme tu disais, Bertie, on fait jamais la même taille, enfin que ce soit en termes de haut, de bas ou de soutien-gorge. Enfin, je veux dire, c'est jamais pareil selon effectivement les gradations utilisées, quoi. Donc c'est pas mal d'effacer tout ça. Et pour conclure, vous avez, vous sentez quand même un vrai changement systémique de l'industrie textile sur ces questions-là, où on reste encore sur un peu de la surface, de la communication, des belles images Instagram, où on va quand même sur un changement un peu plus profond. Je sais pas qui veut commencer. Mélissa, vas-y.
C'est pas encore très profond. C'est encore beaucoup de l'image, je trouve. Mais voilà, ça évolue et ça va dans le bon sens, donc tant mieux. Et je pense que voilà, il y a de plus en plus de moyens techniques aussi. Aujourd'hui, enfin, même les logiciels de gradation, etc., ils évoluent beaucoup sur ce sujet-là. Après, voilà, c'est tout un milieu qu'il faut réussir à faire évoluer, donc ça prend du temps. Je pense que c'est normal. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, le sujet vraiment de l'inclusivité, c'est devenu présent, mais présent encore beaucoup sur l'image et le marketing. Un peu comme quand on parle d'écologie et de greenwashing. Bon, le greenwashing, ça y est, ça commence. Maintenant, les gens, ils acceptent plus trop le greenwashing. Je pense que sur l'inclusivité, ça va être pareil. Il y a un moment, on n'acceptera plus les marques qui font semblant de faire de l'inclusivité. Et du coup, ça va dans le bon sens. Donc, tant mieux. Et toi, Bertie, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis un peu pessimiste. On contrebalance. J'aimerais vraiment que ce soit plus sincère. Voilà, je trouve que pareil, c'est beaucoup d'images. Pour faire bien, on va mettre une personne noire, une fille androgyne, on va dire, comme ça on peut mettre la plaquette queer, et une femme avec des cheveux longs. Comme ça rappelle les standards habituels, et hop là, ça y est, on a une photo inclusive. Ce serait bien que ça soit plus profond, que toutes les marques s'y mettent vraiment, sans se dire que c'est une option. Mais je pense que pour que ça le fasse, faut que les petites marques comme nous, on continue à mettre des gros coups de pied dans la fourmilière. Il faut réussir à infiltrer les grandes boîtes par des stagiaires qui aillent secouer un petit peu les PDG et tout ça, qui sont bien installés dans leur rituel. Et voilà, tout ça va changer petit à petit avec la nouvelle génération. Juste plus qu'on accepte l'inclusivité au rabais, quoi. Que ce soit de la vraie inclusivité. Je pense qu'il faut que ça vienne du consommateur aussi, surtout. C'est vraiment comme l'écologie. Enfin, aujourd'hui, pourquoi les marques se mettent à faire des choses plus durables ? C'est que ça vient du consommateur. Les gens commencent à ne plus acheter de la fast fashion. En fait, les entreprises s'adaptent au marché. Leur objectif, c'est quand même de faire du chiffre. Et s'il y a de la demande, je vois pas pourquoi elles ne s'y mettraient pas. Donc, pour moi, c'est aussi beaucoup, voilà, tout le monde qui doit en fait aussi faire des choix un peu sur ce domaine-là, et se dire que maintenant, non, je refuse d'acheter un jean dans lequel je suis serrée toute la journée. Je refuse de l'acheter. Et dans ce cas-là, quelle est mon offre, et s'il y a de la demande, les marques vont s'y mettre, c'est sûr. Une libération de la parole aussi qui permet de rendre ces sujets-là plus accessibles, de les démocratiser, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Non, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? On a un petit peu le temps, je pense. Oui, pour prendre quelques questions. Oui, là-bas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais sinon je vais me lever. Si, il y a un micro qui arrive. Fantastique. Pour la personne qui est juste là. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette conférence. J'ai une petite question parce que donc c'était très intéressant. Vous dites que ça devrait venir un peu plus des consommateurs. Comme on voit en France, il y a un peu plus de 40% quand même de la population qui porte au-dessus du 44. Donc il y a une demande des consommateurs. On voit que ce soit UK, les Royaume-Uni ou aux États-Unis, il y a beaucoup plus de choix en grande taille. Selon vous, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait cette différence en France où on doit vraiment aller en ligne pour trouver sa taille ou chercher, sachant qu'il y a de plus en plus de demandes, qu'on voit la fast fashion se mettre un peu plus aux grandes tailles et pas forcément certaines maisons ou une certaine catégorie de prêt-à-porter ou lingerie d'ailleurs. Bonne question. Qui veut... Vas-y Bertie. Moi, je pense que bêtement, il y a cette idée de la personne française rikiki, cette espèce d'image qui est complètement fausse déjà,
de la personne française, encore plus la parisienne qui est ultra fine, qui se nourrit que de chardonnay et de cigarettes, et un peu l'image Coco Chanel qui fait du 34-36, et on est un peu on reste un peu dans ces idées-là. Que faire plus de taille, j'ai l'impression de lire régulièrement et ça me rend folle. En France, la moyenne de taille est beaucoup plus basse qu'en Europe ou qu'en dans le monde. Oh, les États-Unis, ils sont tous obèses. Stop. Déjà, on s'en fiche de savoir comment s'habillent les autres et quelle taille ils font. En plus, pour avoir vécu aux États-Unis, il faut arrêter d'imaginer qu'aux États-Unis, tout le monde est obèse. C'est pas vrai. Il y a de tout, comme partout. Et on est tous différents. Et oui, je pense qu'en France, il y a vraiment ce problème-là qui... comme si les personnes qui créaient de la mode étaient juste entre eux, entre personnes qui ne mangent pas et qui ne se rendent pas compte de comment vivent les autres. Encore une fois, en école de stylisme, on m'a toujours dit qu'il fallait être très mince et que manger, c'était pas vraiment fashion. Bon, le problème, c'est que j'adore manger. Du coup, j'étais pas très fashion. Mais je pense que ça vient de là, ce problème. Et... il faut écrire le plus possible aux marques, leur demander en boutique, leur demander de leur rappeler au siège, en fait. Parce que j'ai travaillé longtemps dans une boutique moyenne gamme à la sortie de mes études. Pour me trouver une veste, on parle d'une veste en 42, il fallait que j'aille au siège. Parce qu'ils n'en avaient pas, ils n'en vendaient pas. Et moi, à chaque fois que je croisais le PDG, je lui disais, il faut faire plus de taille. C'est important. À un moment donné, c'est dégueulasse de pas habiller tout le monde. Voilà, mon point de vue. Ouais, c'est ça, c'est un peu chiant, mais c'est vrai qu'il faut aller demander aux marques. Je sais que, en tout cas, nous, on est hyper sensibles à ça. Il y a un moment, on avait tout le temps des clientes qui nous disaient pourquoi vous faites que du noir, pourquoi vous faites pas des couleurs claires. Bon. Au bout d'un moment, quand on nous l'a dit 10 fois, 15 fois, 100 fois, on a sorti des couleurs claires et ça a cartonné. Donc, je pense que les marques sont à l'écoute de leurs clients de plus en plus. En plus, maintenant, c'est plus facile avec les réseaux sociaux, etc., de créer du lien. Donc, faut oser aller demander et peut-être qu'ils vont finir par entendre la demande. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que c'était clair pour tout le monde ? Non, j'ai l'impression que c'est bon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir assisté à cette table ronde. Et merci Mélissa et Bertie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées. Et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.